La jeune femme que vous voyez à l'écran, c'est Amélie Menu, donc ancienne féministe, qui a décidé de changer complètement et de basculer vers un mode de vie plus tradwife, plus femme conservatrice. Elle a fait exactement ce que j'ai décrit dans pas mal de vidéos où je parle du retour des femmes à la valeur refuge, qu'on va de plus en plus voir dans les années à venir. C'est une femme qui je trouve est non seulement empathique, mais juste. Elle est juste dans ses propos. Elle a un point de vue empathique pour les deux côtés vraiment, donc c'est un vrai régal d'écouter Amélie Menu. On va apprendre beaucoup de choses sur le désir féminin mais aussi sur le désir masculin. C'est parti. Comment suis-je passée, en l'espace d'une décennie, de féministe énervée, dévergondée dans les boîtes berlinoises, à conservatrice convaincue, penchant désormais pour des modèles bien plus traditionnels. Nous allons voir ensemble aujourd'hui cette longue descente aux enfers qui m'a emmenée au fond des choses, mais surtout au fond de moi. Je vais vous raconter un des souvenirs les plus marquants de mon enfance et peut-être un des souvenirs fondateurs d'une grande partie de ma personnalité. Je devais avoir 8 ans et mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi devait en avoir 4 ou 5. Cela devait faire à peu près 2 ans que mes parents s'étaient séparés et donc on nous ballottait d'une maison à l'autre une semaine sur 2. Mon père a toujours été quelqu'un d'un petit peu tête en l'air, mais à côté de ça, il a toujours été doux et attentionné. Jusqu'à ce jour, où à la sortie de l'école, mon frère et moi avons attendu longtemps sous ce petit dôme blanc. Il pleuvait assez fort et je ne sais pas combien de temps nous avons attendu, mais quand tous les gens sont partis, nous laissant seuls tous les deux, mon petit frère s'est mis à pleurer et il m'a dit « Amélie, papa nous a oubliés ». Et moi, du haut de mes 8 ans, alors que j'étais paniquée à l'intérieur, je me rappelle avoir serré fort sa petite main froide. Comme si, à cet instant, j'avais compris qu'il n'y avait plus que nous deux, que personne ne se souciait de nous, au point que l'on pouvait être, comme le petit Pousset, les enfants de trop, ceux qu'on oublie à la sortie de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à 8 ans, se faire oublier par les parents à la sortie des cours, c'est violent. Donc imaginez l'impact, elle avait 8 ans, imaginez l'impact que ça peut avoir sur son développement et sur le développement de son cerveau, de sa personnalité. À ce moment-là, j'ai ravalé tous mes pleurs, ma colère et ma déception. Et j'ai regardé mon frère et je lui ai dit calmement pour le rassurer « Non Thibaut, papa ne nous a pas oubliés, il est juste un petit peu en retard, il va bientôt arriver ». J'ai pris le contrôle de la situation et nous sommes allés voir la concierge qui a ensuite appelé mon père pour qu'il vienne nous chercher. Au final, tout s'est bien terminé, pas grand-chose d'un point de vue d'un adulte, mais pour un enfant, pour moi, c'était le monde qui s'effondre. C'était comme perdre la confiance que j'avais en mon père et de manière générale envers les adultes. Comprendre qu'ils ne maîtrisent pas tout et que lorsqu'ils essayent de me rassurer en me disant que tout va bien, peut-être qu'eux aussi me mentent, comme j'ai menti à mon frère. Alors, je veux juste dire, c'est trop cool son témoignage parce que moi j'entends ça et je me dis, c'est pas seulement de l'empathie pour les hommes ou les femmes, là c'est aussi l'empathie pour les enfants. Je me dis, mais putain, merci de donner ce témoignage, jamais je ferais ça à un gamin. À mon gamin, jamais imaginez de savoir qu'il est déçu l'enfant. Décevoir son enfant. Parce que quand un enfant déçoit ses parents, bon, il a fait une connerie, ok. Mais là, c'est l'inverse. C'est le papa qui déçoit son gamin. Son gamin n'a plus confiance. Waouh. Ah ouais, je veux jamais voir la déception dans les yeux de mon enfant. Moi, je veux voir la même chose que j'avais pour mon père, c'est-à-dire ce sentiment de sécurité illimité, où j'ai des souvenirs dans le métro où il y avait des scènes d'embrouille. J'ai plein de souvenirs comme ça de quand j'étais gamin, où on a une scène d'embrouille avec des racailles, où ils voulaient nous tailler nos buts, et comme c'est exactement la phrase qu'ils avaient dit, on va vous tailler vos buts, et mon père qui avait assuré, il leur avait dit non, pas de problème, etc. Et moi je m'en battais les couilles, je savais que papa gérait, quoi. Et donc je souhaite à tous les gamins, et surtout aux miens, de se dire, c'est bon, papa prend tout en charge, j'ai pas à prendre les choses en main, quoi, c'est bon. Ça a ancré en moi des croyances très profondes comme « je suis seule, personne ne nous protégera, alors je dois devenir forte et responsable à la place de ceux qui n'ont pas su nous protéger. Au fond, tout le monde s'en fout de moi, personne ne m'aime. Mon père est un lâche qui n'a pas su nous protéger. » Et cette vision que j'avais de mon père s'est étendue à tous les hommes. Je voyais, dans tous les hommes que je fréquentais, la lâcheté, la déresponsabilisation et leur incapacité à protéger ce qui leur est cher. Quelques années Être un homme, c'est être un adulte. Plus tard, le féminisme moderne m'a pris. Il me disait tout ce que je voulais entendre. Tu n'as pas à être faible, tu es forte et indépendante. Tu peux être un homme à la place des hommes. Et donc,
j'ai essayé de devenir un homme. J'ai pris cette partie de moi qui était née ce jour-là sous le dôme blanc et je l'ai mise sur le devant de la scène. Moi qui, petite, adorais faire les trucs de fille, pendant des années je me suis interdit d'être fille, interdit d'être femme. Je m'habillais et je me comportais comme un garçon manqué. J'essayais d'effacer au maximum ma féminité que je considérais comme le sexe faible. Mon féminisme à moi, comme celui de beaucoup à l'époque, c'était de devenir forte, comme les hommes. L'histoire continue. À 23 ans, je rencontre les 2 hommes qui ont changé ma vie, Guillaume et Missor. Si vous avez vu ma vidéo, j'ai vécu 1 an avec la philosophie Fight Club. Vous savez probablement la suite. J'ai rasé mes cheveux, j'ai été draguée dans la rue, j'ai fait du MMA. Oui, mais alors après, attention, faut pas confondre faire des activités traditionnellement masculines et perdre en féminité, ou du moins perdre en capital désir aux yeux des hommes. Et donc là, je m'adresse aux femmes. Mesdames, vous pouvez faire de la boxe et rester féminine. C'est pas un problème. Je veux dire, alors je connais pas le MMA, j'en ai jamais fait. J'ai fait de la boxe thaï pendant des années. J'ai vu des femmes super canons. Et je dis pas ça pour flatter ou quoi que ce soit. Non, objectivement, c'était des nanas qui étaient très désirables. Elles avaient en plus ce côté un peu lionne. Et je vous parle pas, attention, je vous parle pas de la bimbo qui a mis un leggings et qui vient faire 2-3 séances pour exciter les mecs. Je vous parle d'une vraie nana qui est passionnée par la boxe, qui fait parfois même de la compétition. Ces femmes-là, mais immense respect pour elles. J'ai essayé de devenir forte, rationnelle et audacieuse, comme eux. Je les ai suivis dans pas mal de leurs bêtises aussi. À cette époque déjà, je commençais à mépriser les féministes, qui m'avaient pourtant fécondée. En fait, je voyais en elles la lâcheté et la faiblesse que je m'étais toujours refusée. Elles faisaient les victimes et ne faisaient que ressasser des problématiques et des solutions uniquement basées sur leurs émotions. Les émotions, Oui, alors, juste pour info, Amélie à l'époque, elle le dit pas dans la vidéo, mais elle avait fait une conférence devant un groupe de féministes, alors je sais plus quelle branche du féminisme c'était, et elle leur avait dit, bah regardez, moi j'ai pris ma vie amoureuse en main, j'ai appris à aborder les mecs, il y a des très très bons trucs dans le milieu pick-up artiste, etc. Elle s'était faite huer. Les féministes, elle dit, PUA c'est de la merde, c'est des machins, c'est des violeurs, c'est des trucs. Et alors qu'elle était cohérente. Elle dit, mais vous parlez d'indépendance, bah moi je vous l'offre l'indépendance. Vous parlez des mecs, c'est allez vous-même prendre votre vie amoureuse en main, ça sera déjà un bon début. Mais bon, là on voit déjà l'incohérence. Elle préférait rester dans le rôle de victime, quoi. un truc de vieille meuf hystérique. Si nous voulions être l'égal des hommes, il nous fallait apprendre à contrôler nos corps, devenir fortes, contrôler nos émotions, devenir stoïques, contrôler nos intuitions et leur préférer la science et la logique. Bah alors ça, je suis désolé, c'est pas une mauvaise chose. Et je pense que si c'est ça le féminisme, je pense que beaucoup de nanas devraient signer. Être un homme, c'est très dur. Pour avoir fait la démarche d'essayer de vraiment le devenir, pour avoir vu les hommes autour de moi se battre pour embrasser leur masculinité, j'ai compris à quel point devenir un homme était un long chemin périlleux, mais nécessaire. J'aurais peut-être dû en prendre de la graine à l'époque et comprendre que il fallait que je fasse la même chose avec ma féminité. Mais voilà, non seulement les modèles étaient inexistants, mais en plus, les œillères de l'idéologie et mes croyances profondes avaient toujours la peau dure. Je m'obstinais toujours à vouloir leur ressembler et à faire partie de leur fratrie d'amis. J'en ai d'autant plus chié que j'ai dû me battre à contre-courant de ma propre nature lorsque pour eux, certaines choses venaient naturellement. En voulant devenir un homme, en les côtoyant, j'ai appris à les aimer, j'ai appris à communiquer avec eux, à parler leur langue et à discuter de leurs problèmes. J'ai appris à voir le monde avec leur point de vue. Comment redevenir féministe après ça ? Après avoir vu le monde avec les yeux d'un homme. Les féministes ne comprennent rien à la masculinité. Elles ne comprennent... Mais ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans la culture web. Ces nanas qui, souvent des lesbiennes, qui ont décidé de soit de se faire passer pour un homme ou de changer de sexe et de voir un peu ce que ça donnait en termes de, déjà, de trouver l'amour. Does that kind of living in the skin of a man in the bar scene, in the dating scene, give you a different kind of respect for men? It gives me a certain definite sympathy. And I don't mean that there's any disrespect, but it just makes me understand what's going on. Ensuite, le respect des autres hommes, comment on est traité quand on est une femme vs quand on est un homme, hein, c'est pas pareil. Quand on est une femme, les mecs vont souvent vous traiter comme un enfant.
Quand vous êtes un mec, on vous traite comme un adulte, quoi. Même si je le savais quelque part intellectuellement, j'ai fini par comprendre charnellement ce que pouvait signifier l'idée que le désir est surtout généré par la différence et la complémentarité. C'est le mystère de l'autre qui attise la curiosité et la passion. Tout ce que j'avais renié depuis toujours. Je refusais cette différence. Ce qui est excitant aussi dans l'hétérosexualité, c'est le fait de trouver une femme avec qui on a des ressemblances, avec qui il y a un terrain commun, on se comprend sur pas mal de sujets, on a des passions communes, on a des convictions fortes qui se rejoignent. Ça, c'est le côté rassurant, le côté ressemblance, point commun. Et puis après, il y a le côté où on est totalement différent, c'est-à-dire sur l'anatomie, et de se dire, tiens, c'est marrant, ce corps-là, dans la tête, il est un peu comme moi, mais en même temps, il est complètement différent de moi à certains égards, et c'est ça qui rend l'amour extrêmement beau, quoi. Quand j'ai un corps féminin devant moi, surtout pour la première fois, j'aime bien regarder au niveau des hanches, parce que le fait que le bassin féminin n'a rien à voir avec le bassin masculin, il est beaucoup plus large, et puis il est rétroversé. Et ce qui fait qu'on a je sais pas comment ça s'appelle cet os, mais quand vous regardez le bassin d'une femme, généralement il y a deux petits os là qui ressortent au niveau de la hanche, quoi, l'os de la hanche. J'aime bien regarder, j'aime bien toucher cet endroit-là. Et c'est la fascination pour la différence, ouais. Ça fait toujours un peu peur au début. On se dit putain, ça marche comment, est-ce que je vais le casser, etc. Et j'avais toujours été finalement dans mon énergie masculine. Je n'avais pas besoin d'être protégée. Je ne voulais rien recevoir, rien céder. Je devais être en contrôle. C'est moi qui protégeais. C'est moi qui, petit à petit, enfermais les hommes dans une bulle de confort en les surprotégeant comme une maman. Et en pensant leur rendre service, en pensant bien m'occuper d'eux, je les coupais en réalité de cette énergie vitale qui pousse tout homme à sortir du nid pour partir explorer les dangers du monde. Sans énergie vitale, sans différence, sans mystère, aucun désir n'était possible. Un jour, je développe une idée à partir d'une phrase que j'avais entendue quelque part qui disait « La féminité, c'est savoir recevoir ». Et si mon envie de tout contrôler, mon incapacité à faire confiance et à me laisser protéger, et si c'était ça mon problème, que je ne savais pas recevoir? Et si j'avais simplement oublié comment être une femme? L'époque où je détestais et méprisais les femmes. C'est là qu'on voit la notion de féminité qui est quand même très égocentrée. Être une femme, c'est recevoir, alors oui, effectivement, sur le plan sexuel, on est d'accord, mais c'est aussi recevoir l'attention des hommes, recevoir les offrandes des hommes. Un exemple tout bête, mais qui pour moi a été une sorte de révélation. Un jour, je me retrouve devant un ascenseur avec un homme d'une 60aine d'années. C'était, vous savez, les tout petits ascenseurs à l'ancienne dans lesquels on peut quasiment rentrer qu'à une seule personne dedans. Et donc, après quelques mots échangés, l'homme, dans une douce galanterie, me tient la porte en métal et me dit « Allez-y, je prendrai le prochain ». Mon réflexe intérieur immédiat a été de vouloir refuser et de lui renvoyer la proposition poliment, puisqu'il était arrivé en premier devant l'ascenseur, et donc pour moi c'était logique, puisque ça faisait plus longtemps qu'il attendait. Mais voilà, pour l'exercice, je coupe ce réflexe et j'accepte avec un sourire et un merci un petit peu gêné. Mais au moment où il referme la porte de l'ascenseur, je vois son sourire, je vois son petit plaisir évident qu'avait été le fait de simplement me laisser sa place dans l'ascenseur. Et cette situation se répète à plein de reprises dans différentes situations. En fait, c'est comme si je laissais l'espace aux hommes pour qu'ils soient des hommes. Finalement, devenir féminine, c'est quoi? C'est tendre vers une certaine forme d'expression de la vulnérabilité, mais aussi de la juvénilité, de se rendre handicapé, de se rendre plus fragile que ce qu'on est pour obtenir des services, de l'attention, l'admiration et la sécurité des autres hommes. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses dans la féminité qui poussent à cette expression de la juvénilité, mais pour être plus précis, c'est la néoténie. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, donc typiquement le fait d'agrandir les yeux avec le maquillage pour avoir l'air plus proche d'un enfant, le fait de se faire passer plus sotte que ce qu'on est, mais aussi dans leur vie émotionnelle, par exemple, le fait de pleurer facilement. Les femmes ont tendance à pleurer plus facilement que les hommes, y compris dans le cadre du travail. Et cette situation se répète à plein de reprises dans différentes situations. En fait, c'est comme si je laissais l'espace aux hommes pour qu'ils soient des hommes. J'essaye de leur faire confiance, de leur laisser une place dans ma vie où ils sentent qu'ils contribuent et qu'ils me protègent.
Et dans leurs yeux et dans mes tripes, je sens que c'est bien, que c'est vrai. Je comprends que j'ai brimé mon naturel pendant des années pour, d'un côté, ne pas faire le jeu du patriarcat et renforcer les stéréotypes de genre, et puis, au fond, de l'autre, de garder le contrôle finalement. Mais je sais pas, redevenir une femme m'a paru si naturel. Bien sûr, c'est peut-être parce que c'est agréable quelque part de recevoir la validation des hommes. Oui, j'ai adoré voir, découvrir à quoi pouvait ressembler le désir brûlant dans les yeux d'un homme. C'est compliqué de s'en émanciper, mesdames. Hein. Le fameux male gaze, c'est une véritable obsession pour les femmes. On en reparlera, on fera des vidéos là-dessus. Le regard masculin, c'est quelque chose dont elles ne peuvent pas se passer. C'est pour ça que quand vous créez un mouvement qui s'appelle féminisme et qui donne le droit aux femmes de devenir ce qu'elles veulent et de prendre leur vie en main, etc., elles vont toutes s'engouffrer dedans pour attirer encore plus les hommes et pour utiliser leur sexualité pour attirer encore plus le regard des hommes. C'est comme ça, on ne pourra rien y faire. Les femmes, je pense, plus que les hommes, ont besoin de la validation d'autres sexes. Première fois depuis ce jour sous le petit dôme blanc de mon école primaire, j'ai eu la sensation de ne plus être seule. Je me suis sentie aimée, désirée, supportée, protégée. Dites-moi, quel est le mal à ça ? Donc oui, appelez-moi une pick-me, une collabo du patriarcat si vous voulez. Oui, alors les pick-me, je sais pas comment ils ont écrit ça. Les pick-me, c'est les femmes qui sont accusées par d'autres femmes souvent comme utilisant leurs affinités masculines et leur discours masculiniste comme un moyen pour choper l'attention des autres hommes et de se faire bien voir auprès de ces hommes, etc. C'est pas idiot comme concept. Écoutez-moi bien, la vie n'est pas une punition. Et nos vies de femmes sont déjà bien assez dures pour en plus s'infliger les contraintes de celles des hommes. Aujourd'hui, je ne veux plus être seule. Je veux une famille. Une grande famille, celle que je n'ai jamais eue. Oui, alors je voulais juste faire une remarque là-dessus. On rejoint un petit peu ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur la friendzone, le retour à la valeur refuge. Je vous l'ai dit, les gars, il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont se tourner vers le mode de vie traditionnel, le mode de vie conservateur, tradwife. La tradwife est l'avenir de la pute OnlyFans. Je suis pas du tout en train de parler d'Amélie, hein, attention. En tout cas, en revanche, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un flight to the quality, comme on dit en anglais, en économie. Flight to quality, c'est le fait dans les périodes et les moments incertains de revenir à quelque chose de stable et de fondamental. Et je pense et je suis certain qu'on est en train de l'observer dans les rapports hommes-femmes, les femmes qui vont revenir vers ce mode de vie tradwife. Et c'est pour ça que je vous avais parlé de la friendzone. Et je vous avais expliqué que cette friendzone, si elle est utilisée stratégiquement et intelligemment, elle peut permettre de répondre à ce besoin féminin qui ne va cesser de croître, qui est un besoin de stabilité, un besoin de se sentir protégé, rassuré, et ça passera par la friendzone, parce que la friendzone, c'est se mettre en couple finalement avec un homme qui s'est investi, un homme qui a fait preuve de certaine stabilité, d'un certain investissement. Mais évidemment, il faut faire ça de manière intelligente, stratégique, sans pour autant baisser le désir de la femme. C'est tout un art et c'est ce que je vous enseigne dans Friendzone Stratégique. Donc, je vous mettrai un lien en bas de cette description. Et je le précise à nouveau, on est encore sur un prix de lancement. Donc profitez-en, ça ne va pas durer éternellement. Et pour ceux qui veulent rester sur du contenu gratuit, je vous encourage à aller lire mes 7 emails interdits. C'est pour moi mon meilleur contenu gratuit. Enfin, c'est clairement le cas. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est de la merde. C'est du très bon contenu pour vous aider à rendre une femme amoureuse, à rentrer en profondeur dans la psychologie féminine, et profond dans tous les sens du terme, parce qu'on parle de choses sexuelles, on parle de sexualisation, de sexualité. C'est du contenu que je ne peux pas publier sur YouTube, qui serait clairement censuré. Et donc pour cette raison, je vous le partage par email. Vous pouvez l'obtenir immédiatement, simplement en rentrant votre email dans le lien qu'il y aura en bas de cette vidéo.